Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. FAQ les amis, réponse aux questions que vous m'avez posées sur Instagram après la victoire du Barça, écrasante, étouffante contre Girone. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette petite vidéo, sachez que je serai en live encore une fois sur Twitch ce soir. Live Club Pro les amis, encore une fois un petit tournoi, alors tournoi amical hein, évidemment, y a rien à gagner quoi, concrètement. Mais voilà, on va essayer de se faire un petit tournoi, hier on en a fait un, ça s'est pas forcément très bien passé. Ce soir on va relever la tête, on va rechausser les crampons, relever la tête et rendez-vous sur le terrain j'ai envie de dire. Donc 21h ce soir sur Twitch, petit Club Pro pour ceux qui s'intéressent. Donc la FAQ, la fameuse FAQ, vous avez été nombreux à me poser des questions, il y a plus de 100 questions donc évidemment je vais pas pouvoir répondre à tout le monde, je vais essayer de prendre un maximum de questions, d'être le plus clair possible, je ne prépare rien, tout est en freestyle et voilà, je vais pas essayer de faire trop long avec les questions, je sais que voilà, si je prends beaucoup de questions et que je fais long en plus, comme l'intro, ça va durer 6 heures, donc voilà. Je sais qu'il y en a que ça plaît pas. On commence tout de suite avec Blogranactu, page Instagram les amis, je vous conseille. Blogranactu c'est une... Allez, on va faire un instant promo. Blogranactu c'est une petite page, enfin une grosse page même, une petite, j'aime bien dire petite à chaque fois, c'est voilà, mais bref, page actu Barça sur Instagram, c'est plutôt un mec sympa en plus, voilà, il partage l'actu, il est très actif tout ça, je vous conseille des petits visuels tout mignons, voilà, c'est très sympathique. Donc la question de Blogranactu c'est où s'arrêtera-t-on, telle est la question. Bon, la question c'est où et quand, et la question ne se pose pas. On ne s'arrêtera pas, on ne s'arrêtera pas. Vu la mentalité qu'on a en ce moment, j'ai l'impression que l'équipe ne s'arrêtera pas tout simplement. Mais plus sérieusement, plutôt la question ça va être quand cette petite série ou cette petite vibe sympathique de victoire va s'arrêter, est-ce que l'équipe saura réagir, ou comment l'équipe va réagir, c'est plutôt ça le truc moi qui m'intéresse en soi, parce qu'évidemment il y aura des petits revers dans la saison, tout ça. Bon après toi ta question elle est, j'ai capté hein, c'était pas une question concrètement savoir où est-ce qu'on va s'arrêter mais voilà, je comprends ta question, j'espère qu'on ne s'arrêtera pas, j'espère qu'on va faire un gros démarrage en Ligue des Champions, j'espère que la saison va très bien se passer, évidemment qu'on gagnera un maximum de trophées tout en jouant un football très plaisant, qu'on voit depuis le début de la saison. Maintenant voilà, quand il y aura un petit bémol, quand l'équipe il y aura un coup de mou, tu vois que les joueurs joueront moins bien, que les choses marcheront moins bien, comment cette équipe va réagir, est-ce qu'on saura réagir directement et se remettre les idées en place, ça m'intéresse et j'espère que voilà, tout se passera bien tout simplement. Deuxième question de Dave le D, instant promo Dave le D, évidemment je vous invite à vous abonner, j'ai fait récemment une vidéo avec Dave le D sur mon 11 de la saison, c'était pas une vidéo facile parce que c'est difficile de faire un 11 avec le retour des blessés tout ça, donc voilà, mais Dave le D youtubeur Barça, très sympathique, je vous conseille de vous abonner. Donc la question c'est comment expliquer un Lewandowski et un Rafinha moins en vue en première mi-temps. Très bonne question, là comme ça tu me poses une colle Dave, parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu un Rafinha moins bon en première mi-temps en soi, au contraire de Lewandowski, je trouve que... Il y a mon chat qui me regarde dehors, il veut rentrer je crois, attendez. Lewandowski, je trouve qu'il a fait un match plutôt mitigé, mais entier quoi, pas forcément première mi-temps ou deuxième mi-temps, vraiment mitigé du début à la fin. Même si j'ai trouvé plutôt intéressant sans ballon, tout ça, il a été utile au final à l'équipe, même s'il a pas fait un très beau match. On peut pas être satisfait du match de Lewandowski juste parce qu'il a été utile dans les buts, mais c'est au moins le minimum quoi. Disons, Rafinha, moi comme je t'ai dit, j'ai pas forcément trouvé Rafinha en dessous, ni en première, ni en deuxième. J'ai trouvé plutôt intéressant, toujours actif dans le pressing, toujours à créer quelque chose, à se proposer, à essayer de combiner avec Baldé à un moment donné, puis après être plutôt dans l'axe, à essayer de se proposer, souvent à revenir un petit peu chercher le ballon aussi, à libérer de l'espace dans son dos. Pour une fois, c'est lui qui a libéré de l'espace dans son dos. D'habitude, c'est les autres qui libèrent de l'espace dans le dos de la défense pour que Rafinha y aille, tu vois. Et cette fois-ci, ça a été l'inverse. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça, c'est quelque chose... Je préfère retenir ça, tu vois. Mais en soi, j'ai pas forcément trouvé Rafinha mauvais, quoi. Enfin, en dessous, quoi. Moins en vue, disons. Et dernier instant, promotion, la frite catalane. Je vous invite à vous abonner à la frite catalane, évidemment, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. La plus belle frite, la plus croustillante
foot de Catalogne et de Belgique réunis, incroyable. Et peut-on dire que c'est beau de regarder le Festiflick à l'œuvre? Alors c'est une façon très intéressante de dire ça. Normalement il y a la Hanswagen. Vous savez, avant il y avait la Chavinetta, bus conduit par, tu vois. Maintenant il y a la Hanswagen. Il y en a qui ont dit la Flickwagen, mais ça passe moins bien. Je trouve que Hanswagen ça passe quand même mieux, c'est beaucoup plus sympathique. Et c'est les Espagnols, ils ont trouvé tous les surnoms là possibles et imaginables. Il y en a un nouveau. C'est, alors je veux pas dire de bêtises, je sais plus exactement, je crois que c'est le Flickopter, un truc comme ça. Alors c'est de pire en pire. Flickopter les gars, arrêtez. Et là le Festiflick, un peu bizarre. Ça sonne un peu, je sais pas, ça sonne un peu bizarre quoi, tu vois, ça sonne pas très joli. Mais oui, c'est très beau à regarder le Festiflick. C'est très sympathique, on prend du plaisir, ça joue au football tout simplement. Et j'ai remarqué que tout le monde, tous les supporters du Barça, la plupart en tout cas hein, évidemment, on parle principalement du terrain, du football et on prend plaisir quoi. Le supporter du Barça prend un nouveau plaisir en regardant les matchs de foot et plus que la victoire, c'est ça qui était moi que je trouvais vraiment vital de retrouver ça. Même avant que Xavi arrive, moi mon objectif c'était ça, de retrouver ce plaisir-là à regarder les matchs. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu du plaisir à regarder les matchs. Même à l'époque de Messi, on prenait du plaisir à regarder Messi jouer. Messi et ses 10 copains sur le terrain. Mais il n'y avait pas ce truc collectif. Ça fait longtemps ça qu'on l'a pas vu quand même. Et là, on prend plaisir. Là. Ensuite, on a Charlie qui dit « Maintenant, Colmo, je vous invite à vous abonner à Charlie. » Non, je déconne, enfin, si vous voulez, mais bon, bref. Bon, je plaisante, allez. Maintenant, Colmo est absent pendant au moins un mois. Tu penses que qui devrait jouer, qui devrait le remplacer? C'est la question du moment. Qui pour remplacer Olmo? Question compliquée. On n'a pas Pablo actuellement. En termes de profil de joueur, Olmo, milieu de terrain offensif, Pablo Torre. Il y a l'option aussi Rafinha au milieu, comme on avait vu en début de saison, pas le premier match, mais le match de la journée 2 et la journée 3, si vous voulez, de l'IA. On avait vu un Rafinha au milieu avant qu'il y ait Olmo qui soit enregistré, et Ferran Torres à gauche. Alors, Rafinha au milieu, pourquoi pas? Ferran Torres à gauche, je préfère autre chose. Voilà. Donc déjà, moi, cette option-là, je ne la veux pas. Il y en a dans les commentaires, dans les questions, il y a Mesmin qui dit... Bonjour Café, bonjour. Qui propose Pau Vitor pour remplacer Olmo. Alors en termes de profil, il faudrait que Rafinha du coup aille au milieu, Pau Vitor en attaque. Je pense pas. Pau Vitor, je ne pense pas. Après, autant essayer. De toute façon, il va falloir faire tourner les joueurs, voilà, utiliser un maximum les joueurs pour pas cramer les autres, quoi. C'est logique. Maintenant, en partant titulaire, je pense qu'il va falloir observer tout ça et je pense quand même qu'on risque de voir un petit Eric Garcia petit pivot là, et Casado monter un petit peu plus haut, milieu intérieur, avoir un milieu Pedri, Casado, Eric Garcia. Je pense que ça sera ça. C'est l'option pour moi peut-être la mieux. Rafinha, j'ai pas envie de le mettre au milieu. Je préfère le voir dans l'axe, certes, mais à ce poste un peu plus haut sur le terrain, qui bouge beaucoup, certes, mais voilà. Pas vraiment en tant que milieu de terrain. Même s'il a été bon en tant que milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Mais ça impliquerait de mettre Ferran Torres à sa place, je pense, parce qu'on me propose pas Vitor. Moi, je veux bien. On sait très bien que s'il y en a un qui sera titulaire, ce sera pas Vitor, ça sera Ferran Torres. Donc ça, non. Non. Après, il y a le retour d'Ansu Fati, on sait, mais il est pas encore... je pense pas qu'il va arriver à être titulaire indiscutable direct. J'ai hâte de voir ce que va donner Ansu Fati, parce qu'on fait que de nous dire, waouh, impressionnant, il impressionne de fou Hansi Flick et tout. Ok, on veut voir ça. On veut voir ça sur le terrain. Nous aussi, on veut être impressionnés. Donc voilà, je pense que ça sera ça. Ensuite, on a Jacques qui dit « Est-ce que le retour des blessés ne va-t-il pas désorganiser la cohésion du groupe que nous voyons en ce moment ?» Je ne pense pas du tout. Le Barça est un groupe. Voilà, on voit les joueurs actuellement qui sont dans un bon mood, on voit de la cohésion, on voit des sourires, du bonheur sur les visages des joueurs, tout ça. Il y a de la cohésion, mais la cohésion de groupe, c'est pas uniquement les titulaires. On le voit à chaque fois, les remplaçants qui viennent célébrer avec les titulaires, machin, ceux qui sont sur le terrain, s'échauffer, tout ça, ça va pas désorganiser quoi que ce soit. Le retour peut changer quelque chose tactiquement, en termes de forme de l'équipe, ou par rapport au profil, ce qu'ils vont apporter, est-ce que ça va coller
on va dire avec la tactique, avec ce que veut Flick, ça on peut se poser des questions. Mais en termes de cohésion vraiment, de mental et tout ça, non. Les joueurs, par exemple un retour de Frenkie de Jong ou même un retour d'Ansu Fati par exemple dans le collectif, c'est des mecs qui sont très appréciés des vestiaires. C'est pas pour rien que Frenkie de Jong a été élu parmi les capitaines. C'est parce que le vestiaire l'apprécie un minimum. Les joueurs on le voit, alors il y a des petits clans dans les vestiaires, certes il y a les Espagnols qui sont ensemble, il y a les mecs un petit peu du nord, genre Lewandowski, Christensen, Frenkie de Jong qui sont ensemble, il y a ou alors des darons, tu vois, des mecs qui ont un peu le même âge, père de famille, les plus jeunes sont un peu à traîner plus ensemble. On a un mec comme qui, il y a peut-être Baldé et Lamine Yamal, des mecs un peu plus jeunes comme ça qui restent ensemble. Pedri et Ferran Torres par exemple, donc c'est des Espagnols, voilà, il y a des petits clans, des petits groupes, mais en soi la cohésion globale de l'équipe, elle est très bonne. Les joueurs s'entendent très bien. Frenkie de Jong, ça fait des années qu'il est là. S'il s'entendait avec personne, il serait, je pense qu'il serait parti déjà. Ansu Fati est très ami avec Eric Garcia par exemple. Un des meilleurs amis d'Ansu Fati, c'est Eric Garcia, ou un des meilleurs amis d'Eric Garcia, c'est Ansu Fati, parce qu'ils ils ont été ensemble à la Masia quand ils étaient plus jeunes et tout. Ils ont été dans les mêmes équipes et tout ça. Donc ils sont très amis, Ansu Fati et Eric Garcia par exemple. Donc il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y aura de problème là-dessus. Ensuite on a B. Mestia qui dit: que pensez-vous du match de Baldé? Pour moi il n'est pas encore au bon niveau. Le match de Baldé, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, comme je l'ai dit dans l'analyse hier. Il y a des bonnes choses dans les déplacements, dans les appels, prise de profondeur, tout ça. Le jeu sans ballon, il a été meilleur que ce qu'il a pu montrer. Ou des fois il n'était pas forcément concerné, ça jouait pas beaucoup de son côté des fois, alors lui t'as l'impression qu'il prenait pas forcément la profondeur. Là il l'a fait, donc déjà ça c'est positif. Et après le problème c'est l'utilisation du ballon quoi. Quand il arrive proche de la surface, savoir où est-ce qu'il faut centrer, quand est-ce qu'il faut centrer, est-ce qu'il faut déborder ou pas. En fait à chaque fois qu'il doit faire un choix, on a l'impression que c'est pas forcément toujours le bon quoi. C'est comme ça. Et il faut qu'il s'améliore là-dedans quoi. Il y a une marge de progression pour Baldé, on l'a toujours dit. Moi perso, j'ai toujours dit que Baldé avait beaucoup de potentiel et une grande marge de progression encore, mais voilà, il faut qu'il progresse là-dessus quoi. Le QI football, c'est très compliqué de travailler ça. Ce que je disais hier dans l'analyse, mais il va falloir au bout d'un moment s'améliorer, parce que si à chaque fois qu'il a le ballon il apporte pas vraiment grand chose, c'est sûr que c'est compliqué. Alors on va me dire encore une fois, bah Baldé t'es dur avec lui, mais peu importe, n'importe quel joueur quand il a le ballon, quand il doit utiliser le ballon ou être actif dans le match, faut qu'il apporte quelque chose. Si le gars n'apporte pas, c'est compliqué quoi. Il doit essayer de faire les bons centres. Il aurait dû, je sais pas, Alba il aurait dû faire des cours particuliers, parce que Jordi Alba on peut critiquer tout ce qu'il a fait ou sa manière de défendre, tout ça. Jordi Alba certes, mais en termes de niveau offensif, Jordi Alba en termes de centre, c'était quelque chose hein. Toujours à centrer dans les bonnes zones en retrait là, dans la zone au point de pénalty ou entrée de surface, toujours la petite passe, c'était même pas un centre, c'était une passe en retrait quoi. Il a fait des bons centres aussi, mais le petit débordement et la petite passe en retrait comme ça qui vient percer l'axe et qui arrive sur un gars lancé et qui marque le but, ça Jordi Alba c'était un petit peu ça spécial aussi. Et Baldé c'est ça qu'il doit apprendre. Alors je dis pas qu'il doit avoir la qualité, la vista, le QI football ou la qualité de passe de Jordi Alba, en tout cas pas pour l'instant, mais il faudrait s'en inspirer quoi. Ensuite on a Dave Cook qui dit: est-ce que Lamine peut atteindre un jour le niveau de Messi? Ouais, c'est un peu la question qui se pose, on va dire, qui peut se poser. C'est difficile de comparer quand même Lamine Yamal à Messi. Après je trouve Lamine Yamal, à l'âge qu'il a, beaucoup plus intelligent dans le jeu, beaucoup plus mature que Messi. Mais ça veut pas dire qu'il va le dépasser ou il va encore être plus fort que Messi à l'âge où Messi il a vraiment été monstrueux. À l'âge de 20, 21, 22, Messi était déjà le meilleur joueur du monde. Et puis après avec le temps il était encore plus fort, mais je veux dire Messi quand il était plus jeune c'était plus un petit feu follet, il driblait partout, tu le voyais vraiment la pulga quoi. Il était partout sur le terrain à gambader, à dribbler tout ça. Et là ce que fait Lamine Yamal c'est quand même plus structuré, je sais pas. Après c'est pas le même évidemment c'est pas le même football quand Messi a démarré, c'était il y a quelques années quand même, c'était il y a quasiment 20 ans, un truc comme ça, donc bon c'était pas exactement le même football, mais c'est vrai que Lamine tu sens qu'il a plus de maturité quoi, que n'importe qui déjà hein, forcément à 17 ans être aussi intelligent dans le jeu, aussi calme, posé, faire des choix intelligents, c'est rarement vu dans le football hein, ça c'est sûr. Maintenant ça veut pas dire que parce que là il est en avance sur son temps
qui va dépasser Messi, ce qu'a fait Messi, quoi. Peut-être que oui, peut-être que non, mais voilà, on a tendance à souvent comparer les joueurs à ceux d'avant. Lamine Yamal, le nouveau Messi, c'est flatteur pour les joueurs, mais ce qui est mieux, c'est de dire qu'il sera Lamine Yamal, quoi, et qu'il va écrire sa propre histoire et devenir lui aussi une légende du football. Et ça, c'est tout ce qu'on lui souhaite, de toute façon. Ensuite, on a Kader qui dit, avec la montée en puissance de Casado et le retour de Gavi, qu'en est-il de Frenkie ? C'est une bonne question. C'est pour ça que je la sélectionne de toute façon. Bah, Frenkie, je pense que quand il sera en forme, quand il sera à 100%, il sera titulaire, hein, les gars. Voilà. Peu importe, moi j'aime beaucoup Casado, hein, je l'ai déjà dit, voilà, je ne le cache pas. J'ai fait ma petite propagande Casado la saison dernière en fin de saison. Faites monter Casado, même la saison dernière pendant la saison, mettez Casado en 6, faut arrêter les bêtises. Voilà, maintenant Casado, c'est vrai qu'il est bon, il a fait un très bon match contre Girone, ce qui a confirmé qu'il pouvait être titulaire en 6 sans problème, même si Girone c'est pas le meilleur club d'Europe non plus, ok, mais voilà. Il a fait un bon match. Le retour de Gavi. Frenkie va revenir avant Gavi, je pense. De Jong devrait revenir avant Gavi. Est-ce que De Jong va être titulaire ? Je pense que oui, clairement. Et Casado, au bout d'un moment, je pense. Alors, c'est pas forcément ce que je souhaite ou voilà. Et je pense concrètement, en étant objectif, que Casado sera remplaçant. C'est dommage pour le joueur, mais je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il sera remplaçant. Ensuite, on a Zinou qui dit salut Café, salut. Zilou. Tu préfères Casado en 6 ou plus haut sur le terrain ? Force à toi. Merci pour la force en tout cas. Je préfère Casado en 6. C'est son poste naturel. Maintenant, c'est vrai que de par sa mobilité et son profil, il peut jouer plus haut sur le terrain parce qu'il est petit, parce qu'il est réactif, il est actif, tu vois, il est un peu vif. Tu vois, c'est pas un joueur trop lent, donc c'est vrai que quand il est plus haut sur le terrain, entouré par plusieurs joueurs, il peut avoir cette petite réactivité, tout ça. Maintenant, c'est pas un joueur qui a trop l'habitude de jouer haut sur le terrain. S'il se retrouve dos au jeu, enfermé par 3 joueurs autour de lui, il va moins être à l'aise que si il a le jeu face à lui au poste de pivot. Voilà. Moi, je préfère en pivot Casado, clairement. Voilà. Il a été très bon contre Girone. Il a orienté, des fois. Il oriente sur les ailes, je cours, je long, on oriente, on essaie de casser des lignes aussi. Il a un peu plus cassé des lignes que contre Valladolid. Valladolid, c'était vraiment une sécurité, je donne à côté et faites votre job après. Là, il a aussi de temps en temps essayé de casser des lignes, essayé de trouver Lamine Yamal, essayé de trouver Rafinha, essayé de trouver Pedri ou Olmo entre les lignes et voilà, c'est du bon travail. Ensuite, question sur le temps de jeu de Lamine Yamal, Zemanika. Il y a 2 questions là, côte à côte, alors je vais prendre un peu les deux, qui sont un peu les mêmes choses. Zemanika qui dit quand est-ce qu'il faudra faire tourner Lamine, vu le calendrier de ce mois, il avait l'air fatigué vers la 70e, et ensuite il y a la flemme. Pourquoi penses-tu que Flick n'est pas sorti Yamal dès la 70e ? Pourquoi tous les deux vous dites la 70e ? Il y a une affaire avec la 70e ? Je sais pas pourquoi il fait pas sortir Lamine Yamal. Je considère que Lamine Yamal est trop important dans le jeu et que le faire sortir baisserait probablement trop le niveau, parce que sinon il le ferait sortir. Enfin, moi je vois que ça. Si Lamine Yamal ne sort pas, si un joueur ne sort pas très tôt dans le match, assez tôt, autour de la 70e, 60e, c'est que tu ne peux pas le faire sortir. Tu considères que toi, tu ne peux pas le faire sortir, sinon ton équipe elle va chuter. Ce qui est pas forcément une bonne nouvelle en soi, parce que si tu veux faire souffler ton joueur, tu peux pas, du coup. Ça veut dire que tu considères qu'en fait, si tu mets un autre joueur à sa place, ton équipe elle jouera pas bien. Je ne sais pas. Voilà, c'est des questions qui resteront sans réponse. Faudrait la poser à Flick directement. Moi, je peux pas trop vous dire. Je pense que c'est pour ça. Maintenant, c'est vrai que dans l'enchaînement des matchs, ça va être compliqué parce que si Lamine Yamal joue 90 minutes à chaque fois tous les 3 jours, plus après tu es sélectionné avec l'Espagne et puis après il va jouer tous les matchs aussi avec l'Espagne 90 minutes. Je sais que Lamine Yamal est très très fort et moi personnellement je considère que Lamine Yamal est un des meilleurs attaquants, voire le meilleur ailier européen du monde actuellement. Mais bon, est-ce que tu peux te passer du meilleur joueur du monde ? C'est bizarre de dire ça de Lamine Yamal quand même. Sachant qu'il y a encore Messi qui est là, pour moi c'est compliqué. Mais ouais, bon bref, s'en fout, c'est pas le débat. Je ne sais pas, il faudrait le faire souffler et s'il faut le faire souffler, je pense que ce serait peut-être contre Monaco. Moi, je sais pas si ça va bien passer auprès des abonnés, auprès des supporters, mais quand je vais sortir mon avant-match demain
pour Monaco. Je vais faire quelques petites rotations quand même. Même si c'est la Ligue des Champions, même s'il faut démarrer direct, pied au plancher, essayer d'écraser Monaco pour passer un message, pour essayer de rentrer comme il faut dans la compétition, je ferai quand même quelques petites rotations. Ouais. Ensuite, question de Florian qui dit, est-ce qu'Araujo est compatible au nouveau système de jeu de Flick? C'est une bonne question. Bonne question Florian. Je ne sais pas. J'en ai déjà parlé aussi dans ma vidéo avec Dave sur le 11 de la saison. Moi j'avais pas mis Ronald, je l'ai pas mis titulaire. Voilà. Quand on voit là, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier d'analyse, on parlait des défenseurs et de leur importance dans les constructions à la base à la base du jeu. Tout part des défenseurs. Tout part d'une passe de Cubarsí ou d'Inigo Martinez qui casse les lignes, qui trouve un milieu, qui trouve un mec plus haut sur le terrain, un relais. Ouais, entre les lignes, qui casse une ligne, 2 lignes de pressing. Tout part des défenseurs. Et leur qualité de passe est primordiale pour ça. Voilà. Ça, c'est l'info de base. Avec cette info, faites-en ce que vous voulez. Et maintenant, on peut se poser la question, est-ce que du coup, un mec comme Ronald, qui est très fort défensivement, pourra avoir son utilité avec ballon, tout simplement. Faut faire peser le pour et le contre pour le coach. Entre un mec qui est très fort défensivement, tu vas mettre dans ta défense pour mettre de la puissance, tout ça. Enfin bref, on connaît toutes les qualités de Ronald. Par contre, tu vas mettre un mec qui a beaucoup de difficultés pour les passes, quoi. Tout simplement, pour construire les actions. Alors il va faire des passes, il s'est amélioré en passes, on en a déjà parlé de ça toute la saison dernière, la saison d'avant même. Il s'est amélioré dans le jeu de passes, c'est bien. Mais rappelez-vous du match contre le PSG. Voilà. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est compatible, mais est-ce qu'il sera titulaire, tout ça? C'est possible qu'il soit titulaire. Hein. Franchement, c'est possible. Maintenant, est-ce que ça fonctionnera aussi bien? Je sais pas. Dernière question de Varelibondo qui dit: salut Café, salut, ne penses-tu pas que Flick s'appuie vraiment sur les bonnes bases laissées par Xavi? C'est oui, bah de toute façon, à chaque fois qu'un coach arrive, il va utiliser des bases de ce qui a été avant, logiquement, sauf si avant ça a été cataclysmique, s'il y avait rien à prendre, on va dire tout à jeter, mais là c'est pas forcément le cas. Et je l'avais dit quand Flick est arrivé, quand il a été signé, quoi, il y avait quelques ressemblances sur le papier dans le jeu de Xavi et dans le jeu de Flick. Quand on voit sur le terrain, on a du mal à trouver des ressemblances et on se dit c'est beaucoup mieux avec Flick, ça c'est clair. Mais en théorie, il y a quelques petites ressemblances dans le sens où Xavi, il y a des moments où son équipe, elle n'hésitait pas à jouer très long. Ils n'ont pas toujours essayé de passer par un jeu court direct par les défenseurs. Ils l'ont fait, mais il y avait aussi cette recherche de la verticalité. C'était beaucoup moins bien appliqué, beaucoup moins bien fait, ça c'est clair, mais il y avait aussi cette recherche de jeu long. Et des fois, on a vu de nombreuses fois Ter Stegen chercher Lewandowski directement, par exemple. Quand on n'avait pas de solution, ou on n'hésitait pas à faire ça. Donc après, est-ce que Flick se sert des bases du travail de Xavi? Oui, de toute façon, il est bien obligé parce que déjà l'équipe en soi, c'est quasiment la même. C'est quasiment la même, donc il a dû regarder, il a dû étudier tout ce qui s'est passé la saison dernière ou même la saison d'avant ou peu importe. Avec les joueurs qu'il avait, le seul nouveau, c'est Dani Olmo. Concrètement, c'est la seule différence. Alors, il fait pas mal de différence au milieu parce que avoir un mec comme Dani Olmo, ça change beaucoup. Tu passes par exemple d'un Gundogan à un Dani Olmo, au milieu, même si Gundogan est très fort, vu que c'est pas les mêmes profils, ça change forcément. Et Dani Olmo est beaucoup plus un joueur adapté à ce jeu direct et vertical que Gundogan. Gundogan, c'est plus un joueur qui va calmer le jeu, tout ça. Dani Olmo, c'est un mec qui va mettre de la vitesse dans son jeu dès son premier contrôle, tu vois. Donc déjà, bon, il y a ça qui change, mais en soi, les joueurs sont les mêmes. La défense, Cubarsí, Inigo Martinez, les mêmes. Baldé qui revient. Baldé était là avec Xavi. Koundé à droite, c'est la même chose. Donc oui, il va peut-être se servir de certaines bases. Il va se dire, je vais garder Koundé à droite, par exemple, au moins dans un premier temps, au moins pour cette saison. Après, s'il avait pu aller chercher un vrai latéral droit, on va dire, peut-être qu'il aurait mis un vrai latéral droit. Mais il a vu que Koundé à droite, il a vu le travail qui a été fait depuis que Koundé est là, donc il s'est dit vas-y, on va partir là-dessus, tu vois. Donc il y a ces certaines bases là, quoi. Évidemment, tout n'était pas à jeter sous Xavi forcément. Par contre, quand Xavi arrive et avant il y avait le Koeman, on a vu quand même une grosse différence. Surtout ce qu'il disait en Xavi par rapport à Busquets. Vous savez, Busquets, NL Block, tout ça là. les interviews tout le monde disait Busquets c'est catastrophique et tout, parce qu'en fait, Koeman, il n'y avait pas de bloc défensif, il n'y avait pas de bloc équipe. L'équipe, elle était ultra étirée. Et quand on perdait la balle, il y avait trop d'espace à défendre, en fait.
Et donc Busquets, il devait courir et couvrir des zones immenses dans son dos. Et ça ne fonctionnait pas avec le joueur, tu vois. Donc Xavi, il avait modifié des trucs par rapport à ça, mais à chaque fois, chaque coach qui arrive, il se sert un petit peu du travail, un minimum. Il va se servir plus ou moins, mais tu te sers forcément un minimum du travail du coach précédent, quoi. C'est logique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-match Barça-Monaco-Barça. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée et on se retrouve peut-être sur le live Twitch ce soir à 21h. Qui sait?